Nous sommes le mardi 30 juillet 2019, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision. Merci de votre aimable fidélité et bienvenue dans cette toute nouvelle édition d'information. Life ONG.org a procédé à une distribution d'aide humanitaire d'urgence en faveur des déplacés de la crise et des artisans en situation de précarité. La cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche 28 juillet 2019 au siège de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali était présidée par Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Nina Wallet Intalou. Reportage. Cette importante donation est composée de 25 tonnes de riz et des enveloppes symboliques destinées à 2863 ménages, le tout pour un coût total de 100 millions de francs CFA. À travers ce geste humanitaire, l'ONG Life.org vole au secours des déplacés de la crise du centre et des artisans en situation de précarité. Nous sommes là parce que le Mali vit un moment difficile depuis plusieurs années. L'instabilité au nord, l'instabilité au centre maintenant, et donc évidemment tout l'appauvrissement qui est lié à cette crise-là. Et donc depuis 7 ans, nous essayons d'apporter notre appui dans ces moments cruciaux. Il faut vraiment être là, nous en tant qu'ONG internationale, d'être là auprès des populations. Donc nous sommes partenaires de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et du ministère de l'Artisanat et nous apportons un appui toute l'année. Il y a des populations qui sont dans des situations très difficiles. Il y a beaucoup d'artisans pauvres, beaucoup de déplacés, artisans ou pas d'ailleurs du Nord. Et donc en fait avec la PCM et le ministère de l'Artisanat, on a décidé d'apporter un appui comme ça ponctuellement. Donc on a apporté un appui pendant le Ramadan. Nous apportons un appui pendant cette période juste avant l'Aïd. Et pour que les plus pauvres puissent aussi célébrer cette tabaski. Le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali a saisi cette occasion pour remercier le généreux donateur pour ses soutiens d'une importance capitale pour les bénéficiaires. Une très bonne chose, une initiative à la demande même de notre département, ministère de l'Artisanat et du Tourisme, à travers son ministre, notre ministre, Mme Nina Wallet Intalou. Nous avons sollicité notre partenaire ICI Life, à travers son directeur exécutif, Hervé Dibois, pour nous appuyer à la veille de cette fête. Tu sais, la crise multiforme a frappé de plein fouet le secteur de l'artisanat. Nous ne sommes pas mendiants, mais malheureusement, nous n'avons plus de clients. Il n'y a plus de touristes. Il y a des gens, ça fait des années, ils ne vendent plus. Les produits sont gardés dans les magasins, ils ne vendent plus. Ils ne produisent même plus. Donc, face à cette situation, on est obligé de demander. Et notre demande a été répondue favorablement par l'ICI Life. Le porte-parole des bénéficiaires, tout en remerciant l'État du Mali et ses différents partenaires qui interviennent dans le domaine de l'humanitaire, n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de l'ONG Life.org, initiatrice de la présente cérémonie. Quant à Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Nina Wallet Intalou, elle dira que cette action vient à point nommé car elle permettra de soulager les bénéficiaires en cette veille de fête de Tabaski. Cette donation, je pense qu'elle est venue au moment opportun, surtout à la veille quand même de l'Aïd el-Kabir, la fête de la Tabaski, où les gens vraiment les plus démunis n'ont pas les moyens quand même de respecter la tradition qui est de gorger un mouton et de bien manger à leur faim. Donc je pense vraiment que c'est une opportunité, c'est un bonheur pour tous les démunis et les déplacés qui sont au niveau de Bamako. Par la même occasion, je remercie l'ONG Life et l'Institut international de coopération aussi, qui nous ont vraiment permis d'aider ces gens-là, voilà, de vivre au moins quelques jours de bonheur. Notons que l'ONG Life.org intervient depuis 2012 au Mali et elle a procédé à plusieurs autres activités humanitaires destinées aux déplacés des différentes crises traversées par notre pays. L'actualité sur un tout autre plan, l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite, accompagné du consul général, a effectué une série de visites aux pèlerins maliens. Il a été reçu par l'agence de voyage Chérifla, objectif s'enquérir des conditions des frères coreligionnaires, solliciter des bénédictions auprès d'eux et les rassurer de la disponibilité d'une ambassade et d'un consulat à leur service. Nos envoyés spéciaux sont Bouya Koulibaly et Fatoumata Diaby. Les sentiments sont
très divers. Le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté de venir voir mes compatriotes musulmans qui viennent, disons, se consacrer à un rite, disons, qui nous a été prescrit dans le Coran et auquel on satisfait dans cette ville qui a vu, disons, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam enterré et que nous venons visiter, disons, régulièrement. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de fraternité, de solidarité également à l'égard de nos compatriotes qui viennent pour cette épreuve. Et il faut le dire, c'est véritablement une épreuve pour nous tous et encore plus pour certains parmi nous. Mais une épreuve, disons, à laquelle on est appelé. Et quand on est appelé par Dieu, on y répond. Et c'est là justement probablement la plus grande satisfaction que l'on soit appelé, disons, pour ce pèlerinage en cette année 2019. C'est une très grande satisfaction pour les pèlerins et pour nous-mêmes. Et enfin, je voulais vous dire que c'est devenu une tradition pour moi et pour monsieur le consul général qui réside à Jeddah, puisque moi je suis à Riyad, de venir chaque année, disons, vous rendre visite. Pas seulement pour la filière gouvernementale, mais pour tous les pèlerins maliens. Nous sommes déjà venus ici à Cherifla, au moins 2 fois. Nous faisons pendant 3 jours, disons, le tour de toutes les agences qui amènent ici nos pèlerins pour leur souhaiter la bienvenue. Et je voudrais terminer en souhaitant à chacune et à chacun d'entre vous un excellent pèlerinage 2019. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, que Dieu vous comble de bonheur et que Dieu vous fasse faire ce pèlerinage dans les meilleures conditions et qui vous ramène, disons, au pays natal dans les meilleures conditions. Retour à Bamako où le maire du district Adama Sangaré a initié une série de visites pour constater de visu les travaux de surcreusement de certains marigots et collecteurs naturels dans le district de Bamako. Le point avec Maritou Diallo et Baba Keïta. Les collecteurs coflatiers au niveau du pont tordu à Niamakoro sont les premiers visités par le maire du district de Bamako. S'en est suivi le collecteur de Sogoniko au niveau du pont de Fasokanou pour finir avec le miret de protection et du collecteur de Ntomikorobougou. L'objectif de la visite du maire du district est de constater l'avancée des travaux pour la fluidité des marigots. C'est un projet traditionnel chaque année. La mairie du district lance un programme de curage, de canalisation. La spécificité de cette année est que le gouvernement s'est résolument engagé à nos côtés pour demander d'aller après le curage au surcreusement. Parce que nous avions constaté que les collecteurs étaient engorgés à un certain niveau. C'est toutes choses qui ont occasionné la première inondation de la saison hivernale. Donc c'est pour cette raison, ce programme, bien qu'il soit traditionnel, a fait l'objet d'une attention toute particulière cette année. Depuis 1 mois que les travaux ont commencé, surtout que les travaux ont commencé sur fonds propres des entreprises. Il y a eu un préfinancement des entreprises. Les uns et les autres, effectivement, se sont adonnés, se sont engagés. On sent la détermination au travail. Parce que c'est fait courant hivernal, courant la saison hivernale. Le mois d'août sera le mois le plus pluvieux. Donc il faudra nécessairement que nous puissions clôturer l'ensemble des travaux avant que la grande crue concernant les pluies, la haute saison puisse démarrer. Le maire du district de Bamako apprécie l'avancée des travaux. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il reste beaucoup à faire. Comme toute œuvre humaine, il y a des imperfections. Pourquoi effectivement, nous essayons de faire de façon hebdomadaire le contrôle. Les 6 maires sont en train d'évoluer sur le terrain pour voir est-ce que telle entreprise fait effectivement sa tâche de façon correcte ou pas. Et aujourd'hui, nous avons décidé de sortir ensemble pour voir qu'est-ce qui est fait sur le terrain. Donc les insuffisances qui ont été constatées ça et là, surtout quant à l'enlèvement des déblais, ces insuffisances feront l'objet d'une correction très urgente. Le délai d'exécution de ces travaux de surcreusement des marigots durera 2 mois et permettra d'amoindrir les catastrophes naturelles en cette période hivernale, notamment les inondations.
À présent, nous partons en deuxième région administrative du Mali, à Koulikoro, où dans le cadre de sa rentrée politique à Banamba, le parti Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, sur initiative de l'honorable député Mamadou Di Infa Sempara, élu à Banamba, a organisé une journée de reboisement. La cérémonie de lancement a eu lieu ce samedi 27 juillet 2019 à Banamba, sous le haut parrainage de M. Youbaba, président du parti. Nos envoyés spéciaux sont Amadou Kamara et Draman Mali. C'est fort de l'adage qui dit que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, que l'honorable Mahamadou Ndifa Sempara a initié cette journée de reboisement dans sa ville natale pour apporter sa touche à la lutte contre la déforestation. Chaque année, au mois de juillet, le lancement de la campagne nationale de reboisement est faite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Et au niveau maintenant des localités décentralisées, la région, à l'instar de la campagne nationale, la région aussi organise une campagne régionale et les cantonnements au niveau local aussi préparent cette fête. Donc c'est dans ce cadre-là que aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la campagne de reboisement 2019-2020. Comme vous l'avez bien dit, depuis le mois de juin, le honorable nous a fait part de son intention d'organiser cette année un vaste mouvement de plantation d'arbres au niveau de Banamba. Le préfet a été informé de ça. Donc, et depuis ce temps, nous sommes à pied d'œuvre pour organiser cet événement. Les responsables du parti ADP Maliba ont bien apprécié cette belle initiative de l'honorable Mahamadou Mfa Sempara au nom du parti. Venons de planter des arbres. Nous remercions Mfa Sempara pour nous avoir associés à cette activité au-delà de la rentrée politique. Et nous sommes très ravis qu'on ait pensé à cette activité parce que le Mali aujourd'hui en a besoin. Le Mali, le désert, il avance à grands pas et il est urgent que les uns et les autres se donnent la main pour planter le maximum d'arbres à travers tout le pays. Et Banamba vient de donner l'exemple. Nous les en remercions beaucoup et nous leur demandons d'entretenir ces arbres et de continuer à ce geste très fort qui milite en faveur de la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Cette journée de reboisement de l'ADP Maliba dans les cercles de Banamba a pour objet la restauration de la couverture végétale d'une part et d'autre part contribuer aux efforts de lutte contre la sécheresse et la déforestation dans les cercles de Banamba. Cette action de l'honorable député Mfa Sempara qui s'est engagé à entretenir ces plans-là même après l'hivernage. Ça nous réconforte. Parce que nous sommes là dans nos activités régaliennes de l'État. Aujourd'hui, on est là, demain, on peut se trouver ailleurs. Donc, ceux-là qui demeurent, c'est les populations. Donc, l'entretien doit revenir aux populations. Le problème, c'est quoi? C'est le corset que vous voyez là qui protège les arbres là. Quand ça tombe, vous êtes dans votre véhicule, vous rentrez dans la ville, vous voyez que ce corset est tombé. Arrêtez-vous, replacez le corset. Je crois que ça ne vous coûte rien, absolument rien, et ça permet à l'arbre de se protéger et à l'arbre de grandir. Ces arbres-là que vous voyez là, je crois qu'au bout d'une année d'entretien, on n'aura plus besoin de les entretenir encore, ils vont prendre leur indépendance. Signalons que l'arbre c'est la vie. Sans arbre, il n'y a pas de vie. Celui qui plante un arbre contribue au développement de la nation. Et l'ADP Maliba, à travers l'honorable Mahamadou Ndimfa Sempara, veut contribuer au développement du Mali vert. Les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des administrateurs et techniciens chargés de la mise en œuvre de la biennale artistique et culturelle ont pris fin ce samedi 27 juillet. Cet atelier de formation s'inscrit en prélude aux préparatifs de la prochaine édition de la biennale artistique et culturelle. La cérémonie de clôture qui a eu lieu au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako a réuni plusieurs acteurs du domaine. Reportage avec un commentaire signé Alhamidou Badini. 5 jours durant, les administrateurs et techniciens venus de toutes les régions administratives du Mali
ont été édifiés sur les modules ayant trait, entre autres, au schéma d'organisation et budgétaire, l'art lyrique, l'écriture dramatique, la mise en scène et la chorégraphie. Cet atelier de formation s'inscrit en droite ligne des préparatifs de la prochaine biennale et vise aussi à remédier aux défaillances constatées lors des éditions précédentes. Il faut changer la conception, il faut améliorer la conception, il faut améliorer la production, il faut améliorer la diffusion, il faut améliorer la consommation. Et quand on parle de tout ça, il s'agit de tout cela qui sort de la biennale qu'on peut appeler bien ou bien œuvre artistique et culturelle. Que cela soit consommable, que cela soit rentable, que cela soit diffusable, que cela soit commercialisable. Les participants à cet atelier n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction à l'issue des travaux et ont réitéré dans leurs recommandations qu'une telle initiative se pérennise afin de redorer le blason de la culture malienne. C'est une rencontre que nous avons toujours souhaitée parce qu'en réalité, il faut ce genre de rencontres pour nous permettre de nous corriger au fur et à mesure. Parce qu'à chaque biennale, nous recevons les critiques du jury. Donc il est très bon qu'au finish, que nous puissions aussi demander, en tout cas au département de la culture, de nous former dans ce sens-là, pour que nous puissions vraiment être à niveau. Cet espace de renforcement des capacités est le fruit d'une étroite collaboration entre le département de la culture et le projet Donkonimaya du GIZ, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce cadre de renforcement des capacités. J'aimerais vous demander, maintenant les ateliers sont finis, vous allez retourner dans vos régions respectives. Je vous demande de faire la restitution de ce que vous avez appris au cours de cette semaine et d'emmener avec vous cet esprit de la biennale qu'on a pu sentir au cours de toute la semaine et surtout aujourd'hui, et de déjà entamer les préparations pour la biennale qui va, Inch'Allah, se faire l'année prochaine. Pour le ministère de tutelle, cet atelier est un impératif incontournable pour permettre aux acteurs depuis la base de jouer pleinement leur partition dans la réussite de la biennale artistique et culturelle de 2020. Déjà, les participants ont évoqué des recommandations, dont vraiment la mise en œuvre de ces ateliers à chaque veille de biennale. Et ça, c'est pour qu'ils ne perdent pas la main et pour qu'ils continuent à s'améliorer de biennale à biennale. Donc moi, je pense que cette formation, elle est bienvenue, elle était bien attendue aussi. La cérémonie de clôture de cet atelier de renforcement des capacités des administrateurs et techniciens chargés de la mise en œuvre de la biennale artistique et culturelle a été agrémentée par des remises d'attestations et des prestations artistiques. L'actualité africaine et internationale est commentée par Moussa Fomba. La première rencontre depuis 10 ans, lundi à Bruxelles, entre deux anciens ennemis, les ex-présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, annonce sans doute la création d'un front contre le camp de l'actuel président Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2020. Bédié avait apporté son soutien à Ouattara contre Gbagbo au deuxième tour de la présidentielle de 2010 et son parti, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a participé activement à la coalition au pouvoir jusqu'en 2018. Cette coalition a alors volé en éclats car Bédié estimait que la coalition devait soutenir un candidat du PDCI en 2020. Cette rencontre augure probablement d'une alliance électorale, estiment certains observateurs. Il y a des zones de désaccord forcément, mais on tait ces zones pour s'unir contre Ouattara. Lors de cet entretien, Henri Konan Bédié s'est particulièrement réjoui de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et lui a vivement souhaité un retour rapide en Côte d'Ivoire selon un communiqué commun signé de leurs deux partis. 5 manifestants dont 4 lycéens ont été tués par balle lundi lors d'un rassemblement dans la ville soudanaise d'Al Obeid, suscitant la colère au sein du mouvement de contestation qui a dénoncé un massacre et a appelé à de nouveaux rassemblements. Selon Babekir Faisal, un des leaders de la contestation, 4 lycéens font partie des 5 martyrs. La ville n'a pas connu de manifestations importantes depuis le début de la contestation, mais un résident a expliqué que le rassemblement de lundi avait été organisé pour protester contre une pénurie de pain et de carburant dans la ville ces derniers jours. L'association des professionnels soudanais, l'un des principaux membres de la contestation, a dénoncé un massacre et appelé à de nouvelles manifestations.
Maroc, le roi Mohamed VI fête ce mardi les 20 ans de son accession au trône. Au cours de ces 20 années, son pays s'est affirmé comme une puissance émergente et un acteur incontournable sur la scène africaine. Création d'infrastructures, de pans entiers de l'industrialisation comme l'automobile et l'aéronautique, bond en avant des énergies vertes. En 2 décennies, le Maroc a connu une croissance moyenne de 4,5%. Le Maroc de Mohamed VI s'industrialise, se modernise et projette sa puissance vers l'Afrique de l'Ouest, devenue terre de conquête pour les entreprises du royaume. Pourtant, si la richesse se crée, elle est toujours mal répartie. Selon l'ONG Oxfam, qui consacre une longue étude à ce sujet, les déséquilibres sont territoriaux. La richesse se concentre dans les villes au détriment des campagnes et ils sont aussi éducatifs. L'ancien président de la Cour constitutionnelle guinéenne, Kéléfa Sall, a rendu l'âme ce samedi à Conakry. Ses pairs saluent la mémoire d'un homme courageux qui a œuvré pour l'indépendance des magistrats. La fin de carrière de Kéléfa Sall avait été marquée par une crise au sein de l'institution qu'il dirigeait. Le 12 septembre 2018, il avait été destitué de son poste de président de la Cour constitutionnelle par 8 des 9 conseillers qui composent la Cour. Une destitution que Kéléfa Sall estimait être le fruit de ses prises de position contre toute modification constitutionnelle. À l'occasion justement de l'investiture d'Alpha Condé pour un second mandat, le 14 décembre 2015, il avait lancé, je cite, « Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. » Des affrontements dans une prison du nord du Brésil ont fait au moins 57 morts parmi les détenus lundi, dont 16 ont été décapités. Les autorités soupçonnent que des disputes entre factions criminelles rivales soient à l'origine du drame. En pleine forêt amazonienne, il s'agit d'une région stratégique où des factions criminelles rivales se disputent le trafic de cocaïne. Des détenus issus d'une section de la prison réservée aux membres d'une faction criminelle ont fait irruption dans une autre zone où se trouvaient des prisonniers appartenant à un gang rival avant d'y mettre le feu. Sur une vidéo, on peut voir des corps calcinés sur un toit d'où s'échappe une épaisse fumée noire, tandis que des prisonniers armés de machettes arpentent les lieux. La capacité des prisons est 2 fois moindre à environ 368 000 places dans ce pays de près de 210 millions d'habitants qui est l'un des plus violents au monde. Et voilà, c'est sur ces notes que se referme cette édition d'information. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur Chérif la Télévision. Bonsoir.